Laurent Alexandre, vous êtes l'auteur de La mort de la mort, vous êtes énarque et chirurgien, c'est suffisamment rare, ça mérite d'être mentionné. Et aujourd'hui, avec le philosophe Jean-Michel Beignet, vous dialoguez sur le transhumanisme dans un livre intitulé « Les robots font-ils de l'amour ?» Le transhumanisme, c'est un projet qui consiste à améliorer les êtres humains, à les augmenter. Alors, est-ce que c'est prométhéen, ça c'est sûr? Est-ce que c'est inédit? Est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on peut véritablement supprimer nos limites? Alors c'est un courant de pensée qui est déjà ancien, de vouloir supprimer tous les impossibles, toutes les limites de l'homme, de la Métrie, Condorcet, Pic de la Mirandole, étaient déjà des gens qui imaginaient un futur dans lequel l'homme maîtriserait son destin. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, les technologies NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies, notamment la génétique, l'intelligence artificielle, l'informatique, la robotique, rendent possible la cassure de nos limites traditionnelles. Donc c'est sérieux. Quand on parle transhumanisme, on est sérieux et même il faudrait être grave. Ce qui est sûr, c'est que les gens qui dirigent ces technologies-là sont les gens de la Silicon Valley et les grandes plateformes, les grands géants du numérique chinois, c'est-à-dire les Google, les Facebook, les Baidu, les Alibaba en Chine. Donc effectivement, ce sont des industriels et des chercheurs sérieux qui promeuvent cette idéologie. Aujourd'hui, on sait qu'on peut implanter un cœur artificiel, on sait qu'on peut mettre un bras bionique à un amputé, on sait qu'on peut mettre une petite caméra, ou plus exactement dans l'œil des aveugles, c'est une rétine artificielle. Est-ce que pour autant, on pourrait augmenter notre QI, notre quotient intellectuel, par exemple ? Alors, ce serait souhaitable si l'on en croit les gens qui pensent que l'intelligence artificielle va nous dépasser. Techniquement, aujourd'hui, on ne sait pas comment faire. Et d'ailleurs, on est plutôt dans une phase de baisse de nos quotients intellectuels, puisqu'en France, depuis 15 ans, le QI moyen a perdu 4 points. Et on sait à cause de quoi ? On ne sait pas. Peut-être le changement de méthode éducative, peut-être les perturbateurs endocriniens, des éléments dans la pollution. En tout cas, c'est préoccupant au moment où l'intelligence artificielle va nous challenger. Peut-on modifier notre ADN, par exemple ? Oui, on peut modifier notre ADN, mais comme vous le savez, on ne sait toujours pas guérir la myopathie. Donc l'utilisation en médecine des modifications d'ADN qu'on sait parfaitement faire en éprouvette, ça va encore prendre 10 à 15 ans. Peut-on éradiquer les maladies ? Alors, le fondateur de Facebook s'est engagé à éradiquer toutes les maladies humaines d'ici 2100. 2100, c'est pas demain matin, ça va prendre un certain temps. Aujourd'hui, malheureusement, il y a encore beaucoup de maladies mortelles. Vous qualifiez la France, dans votre livre, de pays bioconservateur. Mais vous avez l'air de dire que ça n'est pas le cas de tous les pays du monde. Bien sûr, 13% des parents français souhaiteraient utiliser les technologies génétiques pour avoir un bébé plus intelligent, alors que c'est 50% en Chine. Nous sommes beaucoup plus timorés que sont les Chinois. Ça ne veut pas dire que les Chinois ont raison et les Français tort. Et quand on est bioconservateur, c'est-à-dire qu'on tient à ce que tout ça reste naturel et biologique ? Les bioconservateurs s'opposent aux pulsions démiurgiques et prométhéennes de la Silicon Valley et des géants du numérique qui veulent changer notre humanité. Or, vous avez l'air de dire que si on peut le faire, scientifiquement, technologiquement, on le fera. Il y a peu de technologies dont on ne s'est pas servi dans l'histoire de l'humanité, sauf la bombe atomique. On ne s'en est plus servi à des fins militaires après le Japon. Dans le domaine médical, on s'est toujours servi des innovations technologiques qu'on a mis au point. Est-ce que nous, on pourra l'interdire, si on est si bioconservateur que vous le dites, et si on veut l'interdire, est-ce qu'on va pouvoir interdire le transhumanisme comme on interdit la PMA pour les couples homosexuels ou la GPA ? On sera, si on interdit ces technologies-là, dans la situation où on était en 1965, où, avec l'interruption volontaire de grossesse, les bourgeoises riches prenaient l'avion et allaient se faire avorter à Londres, pendant que les ouvrières françaises s'avortaient à l'aiguille à tricoter. En France, dès qu'on parle de séquençage de l'embryon, de choses comme ça, toutes choses qui sont à la base des idées transhumanistes, on pense eugénisme. Immédiatement, c'est l'eugénisme, c'est-à-dire c'est les savants nazis fous, les docteurs qui veulent absolument nous manipuler. Qu'en est-il de l'eugénisme exactement et de son rapport avec le transhumanisme ? Alors, les transhumanistes sont eugénistes. D'ailleurs, le mot transhumaniste a été inventé par un eugéniste de gauche, qui était le frère d'Aldous Huxley, l'écrivain du Meilleur des mondes.
Il y a une volonté eugéniste, c'est-à-dire d'améliorer les embryons. Alors, c'est pas le nazisme, c'est l'opposé. C'est pas supprimer les mauvais embryons, c'est promouvoir les bons embryons et sélectionner les bons embryons. Mais c'est effectivement moralement et religieusement très choquant. Et c'est un toboggan sur lequel nous sommes déjà depuis un certain temps. Il ne faut pas oublier qu'en France, l'État, la sécurité sociale, rembourse l'IVG lorsqu'il y a une trisomie 21 et que 97% des enfants trisomiques dépistés sont avortés en France. Nous sommes déjà eugénistes et la sécurité sociale rembourse l'eugénisme en France. Elle le rembourse, mais est-ce qu'elle encourage pour autant? Elle encourage. En tant que parent, on voit bien qu'il est très difficile de résister au dépistage de la trisomie 21 quand un couple attend un bébé. Donc vous voulez dire qu'on est déjà eugéniste et qu'au fond, on ne le sera qu'un tout petit peu plus? On est déjà eugéniste, il n'y a pas eu de réflexion politique sur ces sujets-là et je m'en désole. On a généralisé le dépistage de la trisomie 21 sans qu'il n'y ait jamais de débat politique. Et l'eugénisme est une question grave, c'est une question politique, c'est un vrai choix de société. Vous dites, Laurent Alexandre, que le plus imminent, c'est la course avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va devoir interfacer nos cerveaux, le vôtre et le mien, avec des microprocesseurs pour pouvoir ne pas être anéantis par les futures machines dotées d'une intelligence artificielle qui nous surpassera? Je ne sais pas si c'est souhaitable, mais en tout cas, des gens comme Elon Musk, le fondateur des automobiles Tesla, expliquait le 2 juin 2016 il est urgent que nous interfacions nos cerveaux avec des microprocesseurs, sinon l'intelligence artificielle va nous traiter comme je traite mon labrador. Donc le risque d'une vassalisation de l'humanité par l'intelligence artificielle conduit la Silicon Valley à imaginer qu'il est urgent d'interfacer nos neurones avec des transistors. Mais il y a deux sortes d'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle faible, celle-là on la connaît déjà, et puis il y a l'intelligence artificielle forte, et celle-là on la connaît pas encore. Bien sûr, aujourd'hui nous n'avons qu'une intelligence artificielle faible. La voiture qui se conduit seule, le logiciel de Google qui a gagné au jeu de Go. Nous n'avons pas encore une intelligence artificielle qui pourrait souhaiter nous zigouiller. Mais les Celle gens de HAL 9000 dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà. Mais les gens comme Elon Musk ou comme Bill Gates sont très inquiets et pensent que l'intelligence artificielle pourrait devenir forte et donc hostile relativement rapidement, avant 2050. Donc d'où la nécessité d'augmenter notre QI, d'où la nécessité de devenir des cyborgs de l'intelligence. Nous augmenter en devenant des cyborgs plutôt que d'être supprimés par l'intelligence artificielle, c'est ce que pense la Silicon Valley et les transhumanistes. La Silicon Valley et les Chinois aussi. Bien sûr, c'est là que sont les géants du numérique avec des acteurs comme Baidu, Alibaba ou Tencent. Et c'est là où vous pensez qu'en France, tout bioconservateur que l'on est, on ne pourra pas reculer, parce que les parents seront demandeurs. Il est probable que les classes moyennes en Europe vont être affolées des progrès de l'intelligence artificielle et vont souhaiter donner toute leur chance à leurs enfants et vont promouvoir dans le futur, comme le souhaitent les Chinois, l'eugénisme, la sélection des embryons et l'interfaçage de nos cerveaux avec des circuits électroniques. Je ne suis pas sûr du tout que ça conduise à une société vivable, mais c'est malheureusement le toboggan sur lequel on est probablement déjà. La mort recule de 3 mois environ par an. Elle a beaucoup reculé au cours du XXe siècle. On vit beaucoup plus vieux qu'on ne... En ce moment, elle stagne un peu aux États-Unis à cause de l'obésité. Mais globalement, elle augmente beaucoup. Elle augmente. Est-ce qu'elle pourra un jour dépasser le mur biologique que l'on fixe à peu près à 120 ans? C'était l'âge de Jeanne Calment. Personne n'a jamais dépassé l'âge de Jeanne Calment. Il y a là un vrai mur biologique, un mur génétique, un mur d'espèces. Vouloir dépasser ce mur suppose des modifications génétiques, des modifications biologiques profondes de notre identité. Ça suppose de créer un homme 2.0. C'est le projet des transhumanistes. Est-ce que ça doit être le projet de l'humanité? Il faudrait en discuter. Mais à quoi ça servirait d'en discuter, puisque vous avez l'air de dire que si on peut le faire, on le fera. Et non seulement on le fera ici, on le fera là, mais tous les autres diront « je veux faire comme les autres ». S'il y avait un débat politique mondial sur le sujet, on trouverait peut-être les moyens de réguler, d'organiser une gouvernance de ces modifications génétiques. L'avenir n'est jamais écrit nulle part. L'élection de Trump et le Brexit nous a montré que ce qui paraît impossible peut arriver. Mais alors en France, qu'est-ce que vous voudriez, Laurent Alexandre? Parce qu'en France,
on n'en parle pas. On voit ça comme une espèce d'utopie plus ou moins délirante. Il est urgent d'avoir à la tête de l'État des gens qui connaissent la technologie et non plus des handicapés du mulot. Il faut qu'on ait des gouvernants qui comprennent la technologie. Or, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, on a eu 2 présidents de suite qui ne s'intéressaient pas à la technologie. C'est tragique à un moment où il y a tant de choix technologiques avec des implications aussi politiques devant nous. Et vous pensez vraiment qu'on va faire l'amour avec des robots Les gens qui sont en situation de misère sexuelle et qui ont recours à la masturbation et qui n'ont pas de partenaire sexuel préféreront sans doute faire l'amour avec des robots dotés d'intelligence artificielle que de continuer à se masturber. Pour les autres, je pense que faire l'amour avec des êtres de chair va rester supérieur. Et nous serons donc à quelques décennies, dites-vous, d'une post-humanité possible. Quand vous endormez le soir, vous y pensez, vous la voyez, cette post-humanité, et à quoi ressemble-t-elle? Je pense qu'elle pourrait être cauchemardesque et abandonner notre corps et pour devenir des cyborgs ayant fusionné avec l'intelligence artificielle, à titre personnel, cela ne m'enchante pas, notamment parce que j'aime beaucoup la bonne gastronomie et les robots ne mangent pas. Oui, alors moi je me suis souvenu d'une série américaine qui a eu beaucoup de succès en son temps, c'était L'homme qui valait 3 milliards. Est-ce que ça n'était pas ça le premier cyborg, cette post-humanité qu'on nous décrit aujourd'hui? Est-ce que ça n'en était pas le premier exemple? Steve Austin, c'était son nom. Austin était le premier exemple de post-humanité, mais il gardait un corps physique, il n'était pas complètement un cyborg, c'était un être mixte. C'est pas un modèle qui m'attire non plus. Je souhaite que nous gardions des corps physiques tout au long du XXIe siècle. On va regarder le générique de L'homme qui valait 3 milliards. C'était dans les années 70. Beaucoup de ceux qui aujourd'hui misent sur le transhumanisme ont dû regarder cette série quand ils étaient enfants. Ensuite, on s'intéressera à nos intérieurs, l'idée de confort, de bien-être. Tout ça a évolué, mais existait déjà au Moyen-Âge. Et ça présidait déjà à l'époque à la manière dont nous meublions nos logements. Mais d'abord, Steve Austin, L'homme qui valait 3 milliards.